Voyage en Autriche, ou comment comprendre les grands principes de l'école autrichienne d'économie en moins de 10 minutes. Épisode 5, la méthode de la science économique. Nous avons déjà vu dans l'épisode précédent que la méthode des sciences sociales, c'était la praxéologie. Mais quid de la science économique ? La science économique, c'est aussi une science sociale. Son objet d'étude, c'est bien l'action humaine. En effet, le but de la science économique, c'est de découvrir les lois économiques qui régulent l'ordre naturel de la société. Sachant que une loi, c'est une règle qui régule une activité qui a une application universelle. La science économique étudie donc bien l'action humaine. Et donc, la méthode de la science économique, c'est la praxéologie. On utilise les découvertes praxéologiques pour en dériver des lois économiques. On utilise ces lois économiques pour interpréter correctement les données qui reflètent les comportements conscients. Autrement, toute interprétation rencontrerait des problèmes. On ne peut pas échapper aux conclusions de la praxéologie. L'économie est donc une science a priori, basée sur la réflexion et l'axiome de l'action. Toute prédiction peut être automatiquement considérée comme fausse si elle est en contradiction avec les vérités a priori issues de l'axiome de l'action. Or, la soi-disant « science » économique actuelle passe son temps à faire des prédictions impossibles en utilisant les statistiques, les régressions linéaires et l'économétrie, en les appliquant à l'action humaine. On ne peut pas se contenter uniquement des agrégats économiques pour prévoir scientifiquement de futurs phénomènes économiques. Dans le fond, les économistes actuels sont équivalents aux astronomes ptolémaïques qui essayaient de forcer les mathématiques et la science à se conformer à leurs notions incorrectes sur l'univers géocentrique. En effet, je ne sais pas si tu connais les astronomes ptolémaïques, mais c'était ces astronomes du temps passé qui considéraient que l'univers tournait autour de la Terre et que finalement le mouvement des astres autour de la Terre ne pouvait que se référer au divin et donc ne pouvait que se déplacer par des trajectoires parfaites qui seraient donc des cercles parfaits. Et donc ils observaient les mouvements des planètes, puis se débrouillaient pour faire passer leurs explications comme quelque chose de scientifique, mais c'était pas du tout scientifique. Cela mène inévitablement à des faussetés compliquées qui créent un environnement hostile à toute découverte scientifique future. Ensuite, je rajouterai que la méthode praxéologique est d'autant plus indispensable que les actions humaines sont toutes liées entre elles dans le cadre ultra complexe de la société tout entière. En effet, imagine que tu cherches à comprendre par exemple les causes de la crise de 29. Imagine que tu n'as que les données chiffrées. Tu as le cours des actions, le cours des obligations, les prix de l'immobilier, des matières premières, le taux d'intérêt, le prix du vin, le prix du pain, le prix du fromage, les lois passées à l'époque, les heures travaillées, le nombre de chômeurs, etc. Il y a 1001 données. Il va te falloir un cadre pour interpréter toutes ces données dans le monde actuel, où tout est interconnecté à l'échelle mondiale, et même aujourd'hui à la vitesse d'Internet. Il va te falloir un cadre sûr qui t'aide à trouver les données à privilégier, etc. Et le cadre scientifique dans ce cas, c'est celui de la praxéologie, les lois sûres et universelles de l'action humaine, pour te permettre d'interpréter correctement les 1001 données disponibles. Maintenant, pour y voir plus clair, je te propose qu'on fasse une petite comparaison entre les sciences naturelles et la science économique. Donc, la méthode des sciences naturelles, c'est la méthode scientifique. Ça consiste en des expériences empiriques. On part d'hypothèses, on observe les faits, on fait des tests par des expériences et on en conclut des choses, on en conclut des lois. Et donc, les sciences naturelles, elles tiennent sur plusieurs présuppositions, qui sont notamment que les événements sont reproductibles, que les événements peuvent être définis quantitativement et qu'ils sont invariables dans le temps et dans l'espace. Pour la science économique, toutes ces présupposés ne peuvent pas s'appliquer.
Et donc on ne peut pas faire des prédictions similaires à celles des sciences naturelles ou statistiques. Par exemple, les situations diffèrent toujours en économie. On n'a jamais une situation qui se répète de façon exactement pareille, avec tous les mêmes paramètres. Donc le jugement de chaque individu change finalement à chaque fois. Ou encore, on a le problème en économie de la prise en compte de l'innovation. En effet, l'innovation va complètement contre cette idée d'événement reproductible, d'événement qu'on peut définir quantitativement, et d'événements invariables dans le temps et dans l'espace. Et donc face à la méthode scientifique des sciences naturelles, on a la praxéologie pour la science économique. La praxéologie, à la différence des sciences naturelles, ce n'est pas des expériences empiriques, mais des expériences mentales. La méthode de base, c'est l'introspection, la réflexion. Au lieu de partir d'hypothèses, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça signifie de s'engager dans l'action humaine ? Quels sont les concepts pertinents qui nous permettent de comprendre l'action humaine ? On se pose des questions comme ça. Et donc pour répondre à ces questions, on utilise la déduction. On part de prémices plutôt que d'hypothèses, et on utilise la logique pour aboutir à des conclusions. On peut même avoir des possibilités de chaînes de logique où la conclusion d'un argument devient la prémisse d'un nouvel argument. Donc, des exemples de conclusion, il y en a plein. Toute action a une fin. Parfois, une action aboutit, parfois elle échoue. Dans toute action, une personne cherche à économiser, etc., etc. Et on a aussi quelque chose de typique de la praxéologie et de la science économique, c'est l'usage de constructions imaginaires. Ce sont des moyens de déduction. Par exemple, on utilise ce qu'on appelle les approximations successives. Donc, si on veut comprendre l'économie de façon globale en général, l'économie, ça concerne plein d'individus. Et donc, un des points de la praxéologie, c'est de partir du point de départ. On va partir de Robinson Crusoe, d'un seul individu, et puis après on va rajouter un deuxième individu, on va rajouter vendredi, et puis ensuite, comme ça, petit à petit, on finit par comprendre la vision globale de la société, mais on part finalement d'approximations successives. Une autre construction imaginaire est ce qu'on appelle les raisonnements ceteris paribus. Alors qu'est-ce que c'est que ce terme ? C'est un terme latin qui signifie en fait « toute chose égale par ailleurs ». On utilise des raisonnements ceteris paribus, des raisonnements toute chose égale par ailleurs. Un petit exemple très simple pour que tu comprennes, c'est que si par exemple on a le prix du pétrole qui augmente, et qu'est-ce qui se passe ? Dans la réalité, tout bouge constamment. En fait, dans la réalité, on n'a jamais uniquement le prix du pétrole qui augmente. Au même moment, il y a plein d'autres prix qui bougent. Donc, on a du mal à y voir clair. Les raisonnements ceteris paribus permettent d'isoler les actions pour éviter de tout mélanger. Donc c'est une construction imaginaire en fait, parce qu'on va dire que le prix du pétrole augmente, et on va sous-entendre que tout le reste, toutes les choses sont égales par ailleurs. Donc tout le reste, ça ne bouge pas. Et ça nous permet d'isoler vraiment les mécanismes pour y voir clair. Donc pour résumer, notre étude de l'épistémologie nous a donc permis de trouver une méthode valide pour découvrir les lois économiques, qui n'est autre que la praxéologie. Ça conclut donc notre série d'épisodes sur l'épistémologie. Dans le prochain voyage, on s'intéressera aux éléments de base de l'action humaine. Si ça t'a plu, abonne-toi, et moi je te dis quoi qu'il arrive à bientôt, en Autriche.